Merci énormément tout le monde d'être là pour cette conférence du Jour de la Terre à vos frigos, l'anti-gaspi à la maison. Aujourd'hui, on va parler de conservation. Donc, petit mot technique Zoom, on a déjà commencé à en parler. C'est normal que vous ne puissiez pas ouvrir votre micro-caméra parce qu'on a un public qui est nombreux, donc ça deviendrait un petit peu cacophonique là, avec toutes les caméras et tous les micros. Toutefois, vous avez accès à me parler via le chat. Donc, vous pouvez écrire à tout le monde ou juste à moi directement. Vous pouvez faire tout le monde, là, comme ça, tout le monde voit vos commentaires, puis ça enrichit la discussion. Puis si vous trouvez que c'est trop de suivre le chat en même temps, ben, vous pouvez le mettre de côté puis juste vous concentrer sur la conférence aussi. Ça se veut quand même interactif, le plus qu'on peut avec la quantité de personnes qu'on est. Donc, je vais vous poser des questions, vous pouvez répondre dans le chat. Vous pouvez aussi faire des commentaires, des propositions de trucs que vous avez, vous, sur la conservation, parce que honnêtement, j'en connais beaucoup, mais je ne connais vraiment pas tout sur la conservation des aliments. Il y a beaucoup d'expérientiel à travers tout ça. Donc, si jamais vous avez des bons trucs là, qui n'ont pas été nommés, ben, écrivez-les dans le chat. Ça me fait plaisir d'en apprendre plus dans ces conférences. Il y en a qui expérimentent un petit peu, il y a la petite main si vous voulez lever votre main, mais vraiment le plus simple, là, c'est d'aller écrire directement dans le chat. Donc, oui, vous recevrez l'enregistrement après la conférence. Vous avez déjà reçu un courriel, bon, pour vous connecter aujourd'hui. Puis après, vous allez recevoir un autre courriel avec des liens, des outils, puis l'enregistrement. Fait que oui, vous pouvez prendre des notes, mais des fois, ça va vite, là. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir aller le réécouter pour tout réentendre les trucs. Je me présente, je m'appelle Elisabeth Paradis, je suis la conférencière aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 ans, presque 3, que je suis conférencière pour les ateliers à vos frigos. Je suis nutritionniste de formation. J'ai un baccalauréat en nutrition, je travaille comme nutritionniste et je m'intéresse grandement à la lutte au changement climatique, à tout ce qui a trait à l'environnement. Donc, ben, vous voyez un peu le lien là, entre le gaspillage alimentaire, la nutrition. Donc, tout ce qui est alimentation durable, diminuer le gaspillage alimentaire, ce sont des sujets qui me passionnent particulièrement. Je suis aussi enseignante au Cégep de Trois-Rivières en technique de diététique. Donc, je concilie travail d'enseignante, de conférencière et de clinicienne en nutrition. Donc, je suis très, très heureuse d'être là pour une de mes conférences préférées. Et bon, j'ai déjà donné mes petites consignes Zoom. Je vais vous expliquer rapidement qui nous sommes le jour de la Terre. Si jamais vous vous êtes inscrit un peu sans savoir, des fois, on tombe sur quelque chose sur Facebook, on s'inscrit puis on sait pas trop pourquoi. Le Jour de la Terre, c'est le 22 avril, mais le Jour de la Terre Canada, c'est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d'accompagner les citoyennes, les citoyens et les organisations à diminuer leur impact environnemental. Donc, c'est plusieurs employés là, qui travaillent au Jour de la Terre sur plusieurs différents projets, tous en lien avec l'environnement. Et il y a une des enveloppes budgétaires du Jour de la Terre qui provient du fonds Éco-IGA. Donc, les marchands IGA vont contribuer jusqu'à 1 million de dollars à chaque année depuis maintenant 8 ans que ça existe, le fonds Éco-IGA. Et il y a 3 programmes qui sont alimentés par ce fonds-là. Le premier, c'est Action Réduction. Donc, ce sont des employés du Jour de la Terre qui vont aller accompagner les commerçants IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick pour les aider dans leur gestion de matières résiduelles. Donc, autant, bon, tout ce qui est poubelle, là, mais on encourage recyclage, compostage, donc quoi faire avec nos matières résiduelles. Le deuxième projet, c'est la virée bocale. Donc, la virée bocale, c'est une tournée de sensibilisation qui vise à sensibiliser à manger local à l'année. Donc, peut-être que vous avez vu des petits kiosques dans votre IGA à l'automne dernier. On avait des agents de sensibilisation qui étaient là pour expliquer les meilleures techniques de conservation, mise en conserve, lactofermentation, congélation, déshydratation pour réussir à essayer de manger Québec le plus souvent et le plus longtemps possible toute l'année. Et le dernier, ben, c'est celui pour lequel on est là aujourd'hui, à vos frigos. Ce sont des conférences pour outiller les citoyennes et citoyens à diminuer leur gaspillage alimentaire à la maison. Dans les dernières années, les 7 dernières années, c'était une conférence d'1 heure, un atelier où on essayait de rentrer le maximum d'informations en 1 heure pour sensibiliser les gens puis donner des outils. Par contre, il y avait beaucoup de choses à dire, puis il y avait certaines choses qu'on n'avait pas
l'occasion d'approfondir. Donc, cette année, on a séparé en 3 conférences d'1 heure. Donc, vous êtes actuellement dans la 2e conférence sur la conservation des aliments. Il y en a eu à l'automne une sur la planification. Si vous l'avez manqué, il n'y a pas de panique. Vous avez reçu le lien dans votre courriel de confirmation pour cette conférence-ci. Vous avez aussi le lien pour écouter la conférence numéro 1, fait que vous pourrez aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà vue. Et il va y avoir une 3e conférence au courant du mois de mai-juin. Les dates sont encore à confirmer sur la cuisine zéro gaspille. Donc, comment réutiliser utiliser nos surplus, faire de l'improvisation culinaire un petit peu, substituer les ingrédients. Donc, on va avoir vraiment fait le tour de façon un petit peu plus approfondie. Donc, on est très heureux de pouvoir offrir ces ateliers-là de façon tout à fait gratuite. Le but, c'est de donner des outils aux gens. On a une infolettre, notre site web aussi à vos frigos sur lequel vous pouvez trouver toutes sortes d'outils. On a un groupe Facebook qui s'appelle la communauté anti-gaspi où on partage toutes sortes de trucs aussi. Et il y a un carnet anti-gaspi qui va vous être partagé à la toute fin, en fait, dans le courriel que vous allez recevoir, que vous allez pouvoir utiliser pour suivre vos progrès à mesure que vous diminuez le gaspillage alimentaire à la maison. Donc, là, je ne vous l'envoie pas tout de suite parce que sinon, ça se perd dans le chat, mais à la toute fin, je vais vous mettre des liens pour l'infolettre, pour ne pas manquer la prochaine conférence, pour le carnet anti-gaspi, donc pour la communauté anti-gaspi sur Facebook. Donc, à la fin, là, vous allez avoir toutes ces informations-là. Puis, n'hésitez pas à aller vous abonner là, pour ne pas manquer les prochaines choses. Oh, avant que je vous pose cette question-là, j'ai une autre dernière chose à vous dire. Si vous vous demandez c'est quoi le rapport entre le gaspillage alimentaire puis la lutte environnementale, peut-être que le lien n'est pas, peut-être que vous êtes déjà sensibilisé, peut-être que non. Donc, juste se remettre en tête là, que jeter des aliments à la poubelle, ça génère énormément de gaz à effet de serre, ce qui contribue au dérèglement climatique. Parce que quand on envoie de la matière organique, donc des aliments, dans un site d'enfouissement, elles ne peuvent pas composter à cause qu'ils n'ont pas d'air. Et là, elles vont générer du méthane, qui est un gaz à effet de serre, 25 fois plus polluant que le fameux CO2 qu'on entend souvent parler. Si on peut composter nos aliments, nos surplus de table, les aliments qu'on gaspille, si on peut les composter, c'est déjà beaucoup mieux parce qu'on n'a pas cet impact de gaz à effet de serre. Par contre, ça reste que ça a un impact environnemental quand même important parce que ce sont des ressources qu'on gaspille. On utilise de l'eau, des terres fertiles, des pesticides, du transport, de l'emballage. Donc, toutes ces ressources-là, on les gaspille quand on ne consomme pas les aliments. Et si ça vous a toujours pas convaincu, ben c'est les derniers chiffres qui datent quand même de quelques années, c'était 1 100 $ par année qui étaient perdus en lien avec le gaspillage alimentaire par ménage, là, par famille moyenne au Canada. Et je suis certaine que maintenant, c'est plus que 1 100 $ parce que l'épicerie coûte de plus en plus cher. Donc, il y a aussi des grands, grands avantages financiers à diminuer son gaspillage. Donc, si vous êtes là, je suis certaine que vous n'aimez pas ça gaspiller. Il n'y a personne qui aime ça gaspiller. Déjà, vous êtes ici, bravo, c'est un beau pas pour commencer à diminuer votre gaspillage alimentaire à la maison. Fait que je commence en vous posant une question. Je demande, selon vous, pourquoi on gaspille? Vous pouvez me répondre pourquoi on gaspille Excusez-moi. Pourquoi on gaspille en général ou pourquoi vous gaspillez à la maison. Fait que juste pour que j'aille une petite idée de qui est dans la salle. Puis en même temps, c'est un bon moment pour faire une introspection aussi, pour réfléchir à pourquoi nous, on gaspille à la maison, sur quoi on veut agir. Donc, des gens qui auraient des problèmes de planification, on va les envoyer regarder la dernière conférence. On achète trop, on achète trop, on achète trop, puis on planifie pas assez. Beaucoup de gens qui achètent trop. Bon, en effet, planification, planification. On oublie qu'est-ce qu'il y avait dans le frigo. Des gens qui vivent seuls. Je comprends, c'est plus difficile quand on habite seul. On peut collaborer avec d'autres gens, on va le voir plus vers la fin. On oublie ce qu'on a dans le frigo. Donc, acheter en grande quantité, là, ça revient souvent, ça passe par la planification, mais ça passe aussi par la conservation. Parce que si au moins on achète en trop grande quantité, mais on réussit à bien conserver nos aliments, bien, on peut étirer ça, tu sais, jusqu'à la semaine suivante, puis en acheter moins la semaine suivante. Fait que ça peut, vous avez répondu des choses que j'entends très, très, très souvent.
Ouais, des gens qui disent on achète trop maintenant parce qu'on vit seul. Donc, si on est habitué avec une grosse famille, là, tout d'un coup, on se ramasse un ou deux personnes seulement dans la maison. Là, ça devient plus compliqué. Donc, vous avez presque tout nommé. On achète trop, on oublie, on manque de temps, on conserve mal. Je suis pas sûre que ça a été nommé. Les dates de péremption, des fois, on n'ose pas. On n'ose pas manger les aliments qui sont périmés. On ne sait pas si on doit. On veut pas être malade non plus. Et on ne sait plus toujours comment cuisiner. Ça a été mentionné aussi dans le chat. Donc, tout ça, ce sont des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Ça dépend comment on voit ça, qui nous poussent à gaspiller. Ceux qu'on va aborder vraiment plus en détail aujourd'hui, ce sont ces deux-là, donc la conservation des aliments et les dates de péremption. Mais si vous avez nommé les trois premiers, puis je l'ai vu beaucoup dans le chat, je vous encourage fortement à aller écouter la première conférence qui était vraiment axée sur la planification. Donc, on travaille en amont pour limiter notre gaspillage avant qu'il soit trop tard. Là, aujourd'hui, on va être dans le vif du sujet, comment prolonger la durée de vie. Puis après ça, ben, la prochaine conférence, ça va être plus ici sur comment cuisiner. Donc, en effet, je vois quelqu'un qui dit dans le chat, on aime les beaux légumes, puis on jette les moins beaux légumes, mais les moins beaux légumes, là, on peut encore les manger, puis on peut aussi essayer qu'ils se conservent mieux pour qu'ils restent beaux. Ici, c'est votre carnet anti-gaspi que vous allez recevoir ou que vous avez peut-être déjà si vous avez assisté déjà à une conférence à vos frigos. Il fait plus que 3 pages, là, il fait vraiment plusieurs pages. Il y a une section sur une introspection sur les raisons sur lesquelles on gaspille. Un peu qu'est-ce qu'on vient de faire en ce moment. Ça nous dit les ressources qu'on devrait utiliser selon le profil de gaspillard qu'on est. Et juste un petit extrait ici là, du mémo de conservation. Donc, la plupart des éléments qu'on va parler aujourd'hui se retrouvent dans le guide anti-gaspi, dans le carnet anti-gaspi, excusez-moi. Mais sachez qu'il y a quand même des petits trucs plus spécifiques que je vais mentionner qui sont peut-être pas dans le guide, mais vous allez retrouver vraiment les informations les plus importantes. Fait que vous pouvez utiliser ce guide-là pour vous rafraîchir la mémoire de temps en temps entre les conférences et les ateliers. Donc, rappel avant qu'on se lance dans le vif du sujet, on n'est pas là pour se taper sur la tête, pour se sentir coupable de gaspiller. Tout le monde gaspille, même les gens les mieux informés, même les gens qui ont tout le temps du monde. Ça arrive à tout le monde de gaspiller. Donc, peu importe vous êtes où dans votre démarche, si vous gaspillez vraiment beaucoup ou vraiment peu, allez-y un pas à la fois, un geste à la fois pour changer vos habitudes. On est mieux d'être des milliers de personnes qui gaspillent un petit peu moins que 3-4 personnes qui gaspillent pas du tout. Donc, on part de où on est, puis on diminue graduellement. De toute façon, si demain, pour la prochaine semaine, vous gaspillez rien du tout, puis qu'après ça, vous reprenez vos vieilles habitudes, puis vous revenez comme avant, on n'aura pas été gagnant. Là. Donc, c'est mieux de choisir, de ne pas se comparer, de ne pas se culpabiliser, puis choisir une chose, un objectif à la fois. Puis, on le met en place, on diminue notre gaspillage, on le maintient à long terme, puis ensuite, on passe au prochain, au prochain. Et ça, c'est bon pour tout changement d'habitude de vie de toute façon. Donc, un petit pas à la fois qu'on maintient dans le temps. Donc, on va passer à travers ces 4 grandes catégories, ces 4 grandes idées-là. Les dates de péremption, où et comment conserver nos aliments, que ce soit dans le frigo, sur le comptoir ou dans le garde-manger. On va parler un petit peu de congélation et finalement, on termine avec un petit peu comment passer à l'action, des trucs. On va essayer de se motiver là, pour réussir à mettre en place des changements de comportement. Les dates de péremption. Donc, les dates de péremption, là, c'est important d'en parler. On commence avec ça parce que ça peut être un frein. Des fois, on hésite à consommer les aliments qui sont périmés. Je vous donne la définition d'une date de péremption. C'est une assurance que le produit soit conservé dans les mêmes, que le produit, excusez-moi, conservé dans les mêmes conditions, là, qui n'est pas ouvert, va conserver la même apparence, la même odeur, la même texture et le même goût. Donc, c'est meilleur avant. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement poison, dangereux ou périmé après. Donc, c'est une garantie de qualité du produit, la date de péremption. C'est tant que le contenant n'est pas ouvert. Une fois que le contenant est ouvert, la date de péremption, elle ne veut plus rien dire du tout. Donc, c'est vraiment tant que ça n'a pas été ouvert et que ça a été conservé dans les bonnes conditions, on sait qu'ils vont avoir des bonnes qualités organoleptiques. Donc, en général, on peut se fier à nos sens pour savoir si les aliments sont encore bons,
exception, et c'est important de le mentionner pour rester que ça soit sans danger, exception des produits là, de viande, de poisson, volaille, fruits de mer, et aussi quelques autres produits, entre autres le humus, les micro-pousses, germination. Donc, il y a quelques aliments végétaux on va faire attention, ne suffira pas à nos sens, et certaines viandes, les viandes, volailles, poissons, parce qu'il peut y avoir des micro-organismes sur ces aliments-là qui ne paraissent pas. Donc, des bactéries, des moisissures qu'on ne peut pas sentir ou qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui sont là quand même. Donc, à ce moment-là, on va utiliser la date de péremption euh, au point de vue de la santé. Mais pour les autres produits, on peut vraiment se fier à nos sens pour savoir s'ils sont encore bons ou pas. Et pour ça, je vous recommande deux outils que vous pouvez trouver extrêmement facilement sur Internet. Vous googlez le titre ici, meilleur avant, bon après, ou Thermoguide. C'est deux outils du MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, de la pêche, agriculture, en tout cas, le ministère de l'Agriculture, des pêches, de l'alimentation. Donc, très fiable comme outil. Mon préféré, meilleur avant, bon après, vous pouvez vous l'imprimer, le mettre sur votre frigo si vous voulez. Ça nous classe les aliments en trois grandes catégories. Donc, les aliments périssables qui sont à risque élevé, eux, on doit les consommer avant la date meilleur avant. Donc, ceux que j'ai nommés tout à l'heure. En gros, c'est beaucoup les produits d'origine animale, là. Mais certaines exceptions, là, humus, germes, pousses, salade de pâtes. Bon, ceux-là, on ne va pas dépasser parce qu'ils ont un petit peu plus de risque d'avoir des micro-organismes dessus. Les aliments périssables à risque faible, donc eux sont périssables aussi, mais il n'y a pas de problème de dépasser la date. Donc, vous avez les fruits et les légumes entiers, jus de fruits, vinaigrette, yogourt, fromage à pâte ferme, les œufs, on peut dépasser, les saucissons, produits de boulangerie, on peut dépasser la date. Donc, on va se fier à nos sens. C'est ce qui va nous dire généralement de ne pas consommer l'aliment, n'importe quel changement de couleur, d'odeur, de texture, et bien évidemment de la moisissure. Donc, s'il y a de la moisissure, on ne va pas consommer l'aliment. Euh, on pourrait consommer un aliment qui aurait de la moisissure si c'est un aliment qui est vraiment ferme et que là, on peut vraiment aller juste couper là, 2-3 cm autour de la moisissure, par exemple sur un bloc de fromage à pâte ferme, sur une courge, sur un aliment, là, une carotte, un aliment vraiment ferme, mais on ne le ferait pas sur une tomate, on ne le ferait pas dans du yogourt, on ne le ferait pas dans des restants, par exemple, parce que c'est mouillé, là, des restants de table. Donc, là, on le fait pas parce que la moisissure dans des aliments liquides peut vraiment faire comme des petites racines à l'intérieur du produit sans qu'on le voit. Puis là, il y aurait de la moisissure peut-être dans tout le produit. Et c'est la même chose sur le pain. Merci pour la question que je viens d'avoir dans mon chat. Donc, le pain, techniquement, on ne devrait pas consommer un pain qui a de la moisissure parce que lui aussi pourrait avoir des ramifications à l'intérieur du pain. Donc, vous êtes maître de ce que vous décidez de faire dans votre propre maison, mais je vous donne l'information. Donc, techniquement, le pain aussi, là, on ne le consomme pas s'il y a de la moisissure. Mais les autres aliments fermes, on enlève la moisissure, le reste est encore bon, il n'y a pas de danger. Et les aliments non périssables, eux, là, on peut dépasser, il n'y a pas de danger. Ce qui va arriver avec ces aliments-là, là, les conserves, les aliments secs, tout ce qui est dans notre garde-manger, c'est qu'ils peuvent rancir ou la texture va changer. Des biscuits secs vont devenir un peu mous ou des biscuits mous vont devenir un peu secs. Les céréales vont peut-être rancir un peu, mais c'est pas dangereux pour notre santé, là. Donc, on y goûte, puis si c'est plus bon, on le jette, mais sinon, ça va. Donc, il n'y a pas de problème à dépasser les dates de péremption. Je regarde, il y a une question dans le chat. Des figues biologiques, tous les deux jamais ouverts. Oui, des fruits séchés, des noix, des graines, aucun problème. Goûtez-y. Le pire qui va arriver pour les graines de citrouille, par exemple, c'est qu'ils vont avoir ranci. Donc là, le goût sera plus bon. Mais juillet 2023, je ne serais pas trop inquiète. Ça ne devrait pas avoir ranci. Ça dépend un peu dans les conditions dans lesquelles elles ont été entreposées. Donc, oui, allez-y allègrement. Des fruits séchés, là, il n'y a pas de danger non plus. Il n'y a pas d'activité de l'eau ben là-dedans. Fait qu'il n'y a pas de prolifération de bactéries. Puis après l'ouverture, on va regarder le thermoguide pour savoir ça. Est-ce qu'il y a une limite pour les non périssables? Officiellement, pas vraiment. Une conserve, là, moi, qui aurait 5-6 ans, là, périmée, puis qui n'est pas bossée, qui est pas rouillée, j'hésiterais pas à la consommer quand même, honnêtement.
Vous pouvez avoir vos propres limites personnelles, là. L'idée, c'est aussi de les consommer avant de se rendre là. Mais si vous trouvez quelque chose dans le fond du garde-manger, puis que c'est non périssable, comme une conserve, par exemple, essayez-le. Puis pour savoir combien de temps après, ben, on peut regarder notre thermoguide. Donc, c'est aussi un outil du MAPAC. C'est un outil beaucoup plus long que ça. Vous avez juste un extrait ici, mais ça nous dit combien de temps se conservent les aliments au réfrigérateur ou au congélateur, ou même à température ambiante ou dans une chambre froide pour le non périssable. Fait que mettons que j'ai de la volaille entière, ça va être 1 à 3 jours. Si je la mets au congélateur, 10 à 12 mois. Donc, ça nous dit vraiment les dates de conservation, des courges d'hiver, bon, 1 semaine à température ambiante, en tout cas, pas, pas mal plus, parce qu'on peut les conserver pas mal plus que ça. Mais dans une chambre froide, ça peut être jusqu'à 6 mois. Donc, une chambre froide, c'est 7 à 10 degrés. Fait que ça nous donne un petit peu, là, une fois que c'est ouvert, là, combien de temps ça se conserve. Mais ça reste un outil sévère, le MAPAC, là, donc à la maison, on peut être un peu plus tolérant, là, surtout pour le non-périssable. Bon, on voit qu'il y a quelques... Euh, les cannes de conserve qui sont bosselées, on peut les consommer tout de même. Si elle n'est pas bosselée, la seule chose, c'est si elle est bosselée sur le rim en haut, là, là où il y a le lien entre le dessus puis la canne. Là. Je m'exprime pas super bien, mais en tout cas, là, on veut pas que ça soit bosselé à cet endroit-là ou qu'il y ait de la rouille. Mais sinon, bosselé, il n'y a pas de problème. Fait que canne de sirop d'érable, on peut la consommer quand même. Les craquelins du commerce, on peut dépasser la date aussi, pas de problème. Margarine, je vois pas d'enjeu, honnêtement. Euh, c'est que de la matière grasse, là. Il y a ici beurre margarine, donc ça veut dire qu'on peut se fier à nos sens. Tomates séchées en sac, même chose que pour les fruits séchés. Donc, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. On peut, si on voit de la moisissure, là, on ne le consomme pas comme évidemment, là, ou si l'odeur a changé, mais sinon, il n'y a pas de danger. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu aux questions qu'il y avait. Ouais. OK, c'était pas s'il y a autre chose. Mais bref, faites-vous confiance. Mais en cas de doute, on ne se rend pas malade pour ça. Hein? Fait que, tu sais, des fois, on garde notre gros bon sens, mais on ne va pas non plus se rendre malade pour éviter de gaspiller un aliment. Là, tu sais. On ne court pas après le trouble non plus. Si vous avez des problèmes de santé plus particuliers, ben, on peut être plus du côté euh, euh, faire plus attention un petit peu. Maintenant, que conservons-nous, où conservons-nous nos aliments une fois qu'on va revenir de l'épicerie? Donc, au retour de l'épicerie, on peut essayer de choisir, premièrement, où est-ce qu'on va mettre les aliments, sur le comptoir, dans le frigo ou dans le garde-manger, dans le congélateur, dans la chambre froide. Donc, pour choisir un petit peu où vont aller les aliments, le truc le plus facile que je peux vous donner, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils font à l'épicerie. Habituellement, l'épicerie vont le mettre à l'endroit qui se conserve le mieux ou qui est le plus logique parce qu'ils ont avantage à avoir des aliments qui se conservent plus longtemps puis qui gardent une bonne qualité. Donc, si vous achetez une courge, justement, ben, on n'a pas besoin de la mettre dans le frigo, là, on peut la laisser à température pièce, c'est là qu'elle est à l'épicerie. Si j'achète un chou, par exemple, ça se peut qu'il soit à température pièce à l'épicerie. Fait que je pourrais le laisser sur le comptoir, mais si moi, je sais que je ne le consommerai pas tout de suite et je veux prolonger sa durée de vie, là, à ce moment-là, je le mets dans mon frigo. C'est la même chose avec des concombres, par exemple. On sait que les concombres anglais sont vendus à température pièce. Si je le mange le lendemain ou le surlendemain, je pourrais le laisser sur le comptoir si j'ai de la place. Sinon, si je veux le garder plus longtemps, ben là, je peux le mettre dans mon frigo. Je vois qu'il y a une. Est-ce que durant la grossesse, on doit être intraitable ou non? On peut faire. Ouais, ça, c'est une des conditions où je serais plus sévère quand on est. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la question. Excusez-moi, je viens de voir que vous ne la voyez pas de votre côté. Il faut faire plus attention quand on est enceinte. Et la réponse, c'est oui. Donc, quelqu'un qui serait immunosupprimé ou enceinte, là, on va faire beaucoup plus attention parce qu'on est plus sensible là, s'il y a des bactéries, salmonelles ou etc. Donc là, on est un petit peu plus du côté, on fait plus attention quand on est enceinte. Fait que c'était une bonne question, en effet. Voyons, excusez-moi, petit zoom ici.
Une autre question qu'on peut se demander, c'est pour savoir où je vais me déposer mes fruits. Est-ce que je les mets dans mon bol à fruits ou est-ce que je les mets dans mon frigo? Euh, c'est est-ce que mon fruit est climactérique ou non? Puis là, si vous savez pas c'est quoi des fruits climactériques, c'est normal. Puis si vous vous souvenez pas du mot climactérique, c'est pas grave. Mais les fruits climactériques, c'est des fruits qui continuent à mûrir une fois qu'on les a cueillis, quand ils sont à température pièce. Donc, on en connaît plein. Les bananes, on les achète, elles sont vertes, puis elles vont mûrir sur le comptoir pour devenir jaunes, et là, on va les manger. Même chose pour les avocats, on les achète, sont durs comme de la roche, ils mûrissent sur le comptoir. On peut penser aux mangues, papaye, pêche, poire, kiwi. Donc, ce sont pruneaux, ce sont tous des aliments qui mûrissent. Les tomates, après qu'on les ait cueillis. Il y en a plusieurs qui ne mûrissent pas après qu'on les ait cueillis. Par exemple, une fraise, si on la cueille blanche, elle va pas devenir rouge, elle va pas mûrir après avoir été cueillie. C'est la même chose avec les raisins, c'est la même chose avec les agrumes. Donc, eux, on les cueille à maturité, puis ils sont déjà mûrs. Ceux qui mûrissent après qu'on les ait cueillis, c'est parce qu'ils produisent un gaz qui s'appelle de l'éthylène et ce gaz-là les fait mûrir. Donc, quand je vais coller plusieurs fruits climactériques ensemble, ils vont mûrir plus vite parce que l'éthylène des uns va faire mûrir les autres. Donc, c'est pour ça que si je fais un bol à fruits dans lequel je vais mettre des bananes, des pommes, des avocats, ils vont tous mûrir plus vite parce qu'ils sont tous collés ensemble et ils produisent de l'éthylène. Je peux utiliser ça à mon avantage si je veux faire mûrir des avocats, si je veux faire mûrir des poires, par exemple, que j'ai acheté, puis je veux les manger rapidement, bien, je vais les coller ensemble. Je peux même les emballer dans un sac de papier pour les faire mûrir plus vite. Mais si je veux qu'ils se conservent plus longtemps, bien là, je vais les séparer les uns des autres ou ou je vais les mettre dans le frigo parce que dans le frigo, l'éthylène, le fruit produit beaucoup moins d'éthylène. Donc, ce que je peux faire, c'est garder mes fruits climactériques sur le comptoir, mais dès qu'ils sont à la maturité que je les aime, hop, il faut que je les envoie rapidement au frigo. Puis là, je vais pouvoir les conserver encore quelques jours à ce niveau de maturité-là, le temps que je les mange. Parce que si j'achète une grosse boîte de pêche, par exemple, quand c'est la saison, ben, ils vont tous être prêts en même temps. Fait que là, il faut que j'en mette, je peux en mettre au frigo. Quand je veux qu'ils mûrissent, je les remets sur le comptoir. Quand ils sont prêts, je les remets dans le frigo. Donc, on peut jouer de cette façon-là. Donc, fruits climactériques, ça dépend si je veux les faire mûrir ou pas. Et faites attention au bol à fruits parce que le bol à fruits, c'est un puits d'éthylène. Fait que ça va tout mûrir ensemble rapidement. Et dernière chose, sachez que, avant que j'aille voir les questions, les fruits et les légumes qui ne sont pas climactériques sont quand même affectés par l'éthylène. Donc, si dans mon bol à fruits, j'ai des agrumes, par exemple, qui ne sont pas climactériques, ben, ils peuvent être affectés par l'éthylène quand même, ils vont se détériorer plus rapidement. Même chose dans mon frigo. Tu sais, si je mets mes fruits climactériques près de mes verdures, laitue, brocolis, l'éthylène peut quand même venir faire jaunir ou affecter mes légumes non climactériques. Donc, c'est mieux de les séparer là, dans deux tiroirs différents dans le frigo. Fait que là, j'ai vu que j'avais des questions. Si je garde mon concombre sur le comptoir comme au magasin, est-ce que je dois le réfrigérer si je ne l'utilise pas en entier? Oui. Une fois qu'il est coupé, là, ça serait préférable de le mettre dans le frigo pour prolonger sa durée de vie. Le lait d'avoine, si je l'achète réfrigéré, il doit aller au frigo. Ça va être écrit sur l'emballage. Donc, si vous achetez du lait d'avoine qui est à température pièce à l'épicerie, vous pouvez le laisser tablette. Il est traité, il y a eu un traitement thermique qui fait qu'il se conserve, là. Ça existe aussi du lait comme ça, là, le lait UHT. C'est du lait qui se garde à température pièce, mais dès qu'on l'ouvre, il faut le mettre au frigo parce que là, les bactéries peuvent rentrer. Le traitement, c'est comme une conserve. La stérilisation, elle n'est plus là. Fait que, si j'ouvre ma conserve de pois chiches, là, ben après, si je ne l'ai pas toute mangée, il faut que je la mette au frigo. C'est la même chose pour le lait d'avoine là, que j'achète à température pièce. Donc, qu'en est-il des contenants réfrigérés et non ouverts? Tant qu'on ne l'ouvre pas, c'est parfait. Puis si j'ai dépassé la date de péremption, ça ne serait pas la fin du monde. On peut l'ouvrir. Mais une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. Là. La date de péremption n'a plus de lien. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là. Vous m'écrirez si c'est pas ça. Euh, Si on doit faire un trajet d'auto d'environ 1 heure avec nos aliments, quel serait le conseil en été? Ça serait d'avoir des ice packs, puis ça existe des sacs comme réfrigérants, là. Donc, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider, là. Ça va prolonger beaucoup la durée de vie de vos aliments. C'est un bon truc qui n'est pas dans la présentation, mais qu'on aurait pu mettre.
Je sais pas, les fruits dans une boîte à pain, moi j'aurais tendance à dire qu'ils pourraient se conserver moins bien parce que l'éthylène va rester dans la boîte à pain puis ils vont mûrir plus vite. Mais peut-être que je me trompe, là. J'ai pas de boîte à pain à la maison, fait que je sais pas, là. Banane dans un sac de plastique pour la conservation. Non, c'est pas mieux. Ça l'aide pas plus. Pour les boissons végétales, 7 à 10 jours après l'ouverture, ce qui vaut à vos sens, vous allez le savoir, c'est plus bonne. Vous pouvez dépasser de quelques jours, hein, ça ne se conservera pas pendant un mois, c'est sûr. Vous pourriez le congeler là, à ce moment-là si vous ne le mangez pas assez vite ou acheter des plus petits formats. On va en parler plus tard des fraises. Chantal qui demande est-ce qu'on est mieux de sortir les fruits au fur et à mesure pour les faire mûrir ou de laisser mûrir et réfrigérer? Il n'y a pas de préférence, là. Vous pouvez aller dans l'ordre ou dans le désordre. Il faut trouver ce qui fonctionne pour vous. Le sirop d'érable au frigo. Beurre d'amande, je vous conseillerais au frigo, mais ça se conserverait aussi dans le placard. C'est juste qu'il va se conserver moins longtemps. Là, je pense que je pourrais pas répondre à toutes les questions. Fait qu'il va falloir que j'avance. Mais si je réponds, je pense que je vais me garder du temps à la fin pour les questions plus spécifiques. Mais là, en fait, je me demandais si le contenant de lait d'avoine assez réfrigéré doit être entreposé au réfrigérateur. Oui. Hein, c'était facile. Finalement, j'ai tout répondu à ça, mais ta réponse était oui. Si on achète le contenant de lait d'avoine réfrigéré, il faut le mettre au réfrigérateur. Ça va être écrit dessus. De toute façon, vous pouvez regarder. Ça, je vais le dire plus tard. Puis oui, le miel se garde à vie. C'est un des rares aliments où on peut vraiment le conserver pour toujours parce que c'est juste du sucre. Fait que, il ne peut pas avoir de développement de micro-organismes à l'intérieur. Oui, hey, c'est le fun. Vous avez plein de questions, mais il faut que j'avance. Fait que, à la fin, si j'ai pas répondu, ben, vous me les reposerez. Finalement, il y a certains aliments qui, oui, peuvent rester à température pièce, mais qui se conservent beaucoup plus longtemps si on les met à l'abri de la lumière et de l'humidité. Entre autres, tous les légumes racines. Donc, par exemple, l'ail, les oignons, les patates, tous les légumes, carottes, bon, les courges aussi, et aussi toutes mes épices, l'huile aussi. Donc, c'est pas pire pour les légumes racines. On peut leur trouver une petite place dans notre garde-manger, fait qu'ils sont à l'abri de la lumière. Par contre, une erreur que je vois souvent, c'est les épices et l'huile qui vont être à disposition près du four, par exemple. Ben, un four, c'est humide et chaud, là. Donc, ça va faire que l'huile va rancir puis les épices vont se détériorer plus rapidement. C'est pas trop dangereux pour les épices, c'est juste qu'ils vont peut-être goûter moins bonnes plus rapidement. Mais pour l'huile, c'est plate, là, de l'huile rancée, c'est vraiment pas bon, là, on cuisine pas avec ça. Donc, on est mieux de de les mettre vraiment dans une armoire un petit peu plus loin du four, là. C'est un petit peu plus loin pour aller les chercher, mais au moins, ils vont se conserver beaucoup plus longtemps. Et petit truc que les gens aiment savoir des fois, de ne pas conserver les oignons et les pommes de terre ensemble parce que l'humidité des oignons va faire germer les pommes de terre. Donc, même si on les garde les deux dans le garde-manger, on essaye de les séparer un petit peu les uns des autres. Les plus capricieux. Selon vous, c'est quoi les aliments, si ça vous tente de répondre dans le chat, là, qui sont le plus à risque de se trouver dans la catégorie des capricieux? Donc, ceux qu'on jette le plus souvent, ça serait quoi? Puis moi, je vais me prendre des notes aussi. Fait que ceux qui reviennent le plus souvent, je pourrais les donner plus en exemple. Fait que oui, les légumes, vous avez tout à fait raison. Les avocats. Fait que beaucoup de fruits et légumes. Il y a quand même des gens qui ont mis viande. Les bananes, les petits fruits, les fines herbes. Mon Dieu, oui. Vraiment. Vraiment, vraiment. Avocat, laitue, banane, poire. Fait que là, beaucoup de fruits climactériques, hein, bananes, poires, parce qu'à un moment donné, quand ils mûrissent, ben là, ils sont rendus dégueulasses, là, ils sont rendus passés le bout où c'est bon. Même chose avec les avocats. Les luzernes, c'est vrai, les micro-pousses, ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Mais je me le note pareil. Faut juste les manger. C'est ça l'affaire avec les micro-pousses. Les laitues, fèves germées, les raisins. Merveilleux! Hey, merci! Là, je m'en ai noté quelques-uns, là. Puis après ça, si j'ai pas parlé de celui que vous faites le plus souvent, vous me le direz, mais 45% de notre compost ou de notre poubelle, là, des matières organiques qui sont jetées, ce sont les fruits et les légumes.
Fait que vous aviez raison, vous en avez nommé beaucoup. Fait qu'on va parler beaucoup plus de fruits et de légumes, puis c'est pas parce qu'on n'aime pas la viande, mais souvent, la viande, les produits laitiers, ça coûte plus cher, hein, puis on a plus tendance à mieux le gérer à ce moment-là. Puis aussi, c'est plus facile, tu sais, du poisson, du poulet, quand il arrive sa date de péremption, de juste le garrocher dans le congélateur. Puis c'est un problème pour futur nous, là. Tandis que les fruits et les légumes, on a moins tendance à faire ça. Ça demande un petit peu plus de préparation avant de les mettre au congélateur. Fait que c'est pour ça, entre autres, là, que ce sont les aliments qu'on gaspille le plus. Et en deuxième, c'est les restants de table. Donc ça, les restants de table, aussi, on peut utiliser le congélateur, mais il faut aussi les manger. Fait que ça, à la conférence, la prochaine conférence, on va parler de comment réutiliser nos restants puis les cuisiner. Mais encore faut-il les manger. Donc, les techniques de conservation, on va le voir en deux grands segments. Donc, comment bien utiliser son frigo, donc où mettre les aliments dans le frigo, mais après, surtout, comment gérer l'humidité de nos fruits et nos légumes. Parce que les fruits, les légumes, c'est vraiment le nerf d'ailleurs, c'est l'humidité. Fait que je vais vous donner les deux grands concepts, puis après ça, je pourrai répondre aux questions plus spécifiques pour les aliments. Je ne peux pas tous les passer un par un parce qu'on sera encore là demain matin, mais je vais vous donner quand même les principes de base. Donc, comment bien utiliser son frigo? Vous voyez le petit schéma à droite, ça nous dit à peu près les températures selon le lieu dans le réfrigérateur. Idéalement, un réfrigérateur serait à 4 degrés, entre 0 et 4 degrés Celsius partout. OK? Parce que c'est vraiment la température, on est hors de la température de danger où les micro-organismes vont se reproduire le plus rapidement. Donc, si on est capable d'avoir un frigo partout à 4 degrés, c'est l'idéal. Mais souvent, ce qu'on va observer quand on place des thermomètres dans les réfrigérateurs, c'est qu'on est à 0 à 4 près de la sortie d'air. Là, dans ce cas-ci, mettons que la sortie d'air serait en haut. Euh, Puis plus qu'on s'en éloigne, plus que la température augmente. Et la porte, ce serait l'endroit où la température serait la plus élevée, parce qu'à force de l'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ben, c'est vraiment plus vers l'avant du frigo où c'est le plus chaud. On peut utiliser euh, cette, euh, ces informations-là à notre avantage en se disant que ben, dans la porte, ça serait là où je vais mettre les aliments les moins sensibles, les moins périssables, puis les aliments plus périssables, donc la viande, les produits laitiers, même les restants de table, ben, je vais les mettre le plus près de ma sortie d'air, le plus près du zéro à 4 degrés. Puis souvent, ben, mes fruits et légumes, ça va être un petit peu plus chaud dans les tiroirs. C'est pas la fin du monde parce que c'est pas c'est des aliments périssables, mais c'est pas aussi dangereux là, pour les micro-organismes. Donc, on met nos fruits et nos légumes dans les tiroirs à fruits et légumes. Euh, Quand le congélateur est en bas, j'ai l'impression que ça change quelque chose, mais je le sais pas parce que j'ai pas la donnée scientifique. C'est surtout l'endroit où la sortie d'air dans le réfrigérateur est placée qui va influencer à ma compréhension de la chose. Mais vous pourriez faire le test puis de placer des thermomètres pour voir c'est où l'endroit le plus froid dans votre frigo. Donc, dans la porte, on y mettrait nos conserves, nos marinades, des jus pasteurisés, par exemple, ketchup, moutarde, petits pots de sauce. Tout ça, ça peut aller dans la porte. Mais ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est de mettre dans la porte, par exemple, les produits laitiers, le lait. C'est sûr que souvent, c'est pratique là, d'avoir le lait dans la porte. Si on le boit assez vite, c'est correct. Mais si on veut le garder plus longtemps, ça va être mieux de le mettre plus près de la sortie d'air. Pour laver les fruits et légumes, je vais répondre plus tard. Question que j'ai eue. Et c'est une très bonne idée, Christine, qui nous dit de mettre un bout de collant sur les restants et on écrit la date où ça a été cuisiné. Fait que ça, là, dans la planification, dans la rotation des stocks dans le frigo, c'est une excellente idée pour nous forcer à les manger. La mayo, c'est un aliment qui se conserve longtemps, celle du commerce. Celle qui est cuisinée maison, c'est un petit peu différent, là, mais mayonnaise du commerce, on peut la mettre dans la porte aussi, là. Il n'y a pas de problème. Vinaigrette, c'est tous des aliments là, qui ont des très longues durées de conservation. Tout ce qui est très salé, très sucré, confiture, il y a pas de problème. Fait qu'on est mieux de les mettre dans la porte. On veut avoir un frigo qui est ni trop vide ni trop plein. Même chose pour le congélateur, pour permettre la circulation d'air. S'il est trop plein, il va y avoir des zones dans le frigo qui vont rester un peu plus chaudes. Mais s'il est trop vide aussi, il va avoir de la misère à maintenir sa température en bas de 4 degrés. Donc, on essaye en autant que possible. Puis,
Ça nous permet aussi, quand il n'est pas trop plein, de voir jusqu'au fond de notre frigo. Puis, de temps en temps, de faire un petit ménage puis une rotation des stocks, hein, de ramener les vieilles affaires en avant pour qu'on les voit. Parce que loin des yeux, loin du cœur, c'est vrai, là, quand on ne voit pas nos aliments, on a tendance à ne pas les cuisiner. Fait que de faire le ménage, nettoyer aussi pour limiter les bactéries, les micro-organismes, mais aussi pour faire la rotation des stocks. J'ai la question pâte de miso, c'est très, très salé, là. On peut la conserver très longtemps. J'ai pas de date. Par contre, je regarderai sur le thermoguide. S'il n'est pas là, peut-être sur l'emballage, mais plusieurs semaines, plusieurs mois, là. Moi, j'ai de la pâte de miso, je pense que ça fait 1 an que je l'ai dans mon frigo, puis ça m'inquiète pas un brin. Même chose pour tout ce qui est vinaigre, sauce soya. C'est des aliments qui sont très salés, très concentrés, donc il n'y a pas des aliments qui sont dangereux. Oui, si le congélateur n'est pas à -18, ça affecte la conservation des aliments. Ils vont se conserver moins longtemps. Donc, idéalement, on met aussi un petit thermomètre dans notre congélateur pour vérifier ça. Le plus froid qu'il est, le mieux c'est. Parce que sinon, on peut, c'est à chaque fois qu'en plus qu'on ouvre notre porte, ça réchauffe, fait que les aliments dégèlent un peu, regèlent. Donc, ça fait qu'ils sont ils vont se conserver moins bien. Dans un monde idéal, ils resteraient vraiment congelés euh, tout le temps, là. Il n'y aurait pas de dégel. La gestion de l'humidité. Alors, le vif du sujet, des légumes et des fruits, c'est comme des humains, ça transpire et ça respire. Donc, ça perd de l'eau. C'est ça que je veux dire par transpiration. Un légume qui perd ou un fruit qui perd de l'eau, ben, il va ramollir parce qu'un légume et un fruit, c'est fait à 90 d'eau, souvent plus là, pour certains aliments. Donc, un légume qui perd de l'eau, ben, il va ramollir puis il va perdre ses qualités organoleptiques, là, le craquant, puis le goût la texture qu'on lui connaît. Donc, on veut limiter la perte d'eau. Par contre, il y a certains aliments qui, au contraire, ont tendance, quand ils sont emballés, à être trop humide, puis trop d'humidité, ce que ça va faire, c'est que ça va moisir. Ça va faire de la moisissure. Donc, on veut trouver l'équilibre entre garder une humidité, mais pas trop pour pas que ça moisisse. Donc, tout dépendant pour quelle raison vous perdez votre fruit ou votre légume, on va ajuster l'emballage de notre aliment pour lui donner de l'humidité ou pour lui enlever de l'humidité. Souvent, excusez-moi, souvent l'emballage à l'épicerie est un bon emballage parce que, encore là, le commerçant a l'avantage à emballer dans un, bien, surtout le producteur, là, dans un emballage qui va prolonger la durée de vie de l'aliment. Mais c'est vraiment pas toujours le cas. Par exemple, tout ce qui est en barquette avec des saran wrap ou tous les produits qu'on achète des fois en spécial, en liquidation, qui vont emballer dans des sacs de plastique, bien là, ça permet pas aux légumes de respirer, puis ça garde trop l'humidité. Donc, ça va comme là, ça va avoir tendance à moisir. Fait que souvent, comme quelqu'un qui m'écrit barquette d'épinards, ben ces petites barquettes-là sont faites pour vraiment maximiser la conservation de l'aliment. Donc, ça, c'est des emballages technologiques. Mais un sac de plastique ou bien du saran wrap, ça, c'est trop, là. Fait que quand vous achetez des produits qui ne sont pas en vrac dans des barquettes avec du saran wrap ou dans des sacs de plastique, il faut les changer de contenant quand on arrive à la maison pour leur donner le bon niveau d'hydratation. Puis les fameuses barquettes, ben, dès qu'ils sont ouverts, ben là, ils n'ont plus leur pouvoir de conservation des aliments. Fait que des fois, il faut les réemballer. Fait qu'on va voir comment réemballer ces aliments. Dans un monde idéal, on achèterait tous nos légumes et nos fruits en vrac. Et ou sinon, on aurait un petit jardin, puis on irait les cueillir. Mais même quand on a un jardin, puis même quand on achète nos produits en vrac, pour emballer nos légumes avant de les mettre dans le frigo. Mais ça peut être le même emballage qu'on réutilise tout le temps, là. Fait qu'on n'est pas en train d'utiliser du plastique, mais on peut réutiliser toujours les mêmes emballages, puis ça va vraiment étendre la durée de vie de mes aliments. Donc, si j'ai des aliments qui ont trop d'eau, donc qui ont tendance à moisir, il y a plusieurs techniques. Donc, par exemple, un sac de papier. Fait que, mettons, les champignons, c'en est un aliment qui a tendance à moisir, à devenir comme mouillé. Donc, vous pouvez vraiment mettre vos champignons dans un sac de papier puis le fermer. C'est une des meilleures façons de les conserver. Sinon, un truc plus large que moi j'aime bien faire, c'est de juste faire des petits trous dans le saran wrap du champignon. Fait que comme ça laisse sortir l'excès d'humidité. Ça l'aide à que ça soit pas trop humide. Mais on veut pas enlever le saran wrap au complet parce que là, ils vont dessécher les champignons. Fait que juste des petits trous ou sinon, on le transfère dans un petit sac de papier.
Sinon, un sac percé, ça fonctionne bien. Donc, encore là, ça fait que je garde l'humidité, mais l'excès d'humidité peut sortir par les petits trous, puis mon légume peut encore respirer. Donc, moi, je fais ça pour presque tous mes légumes de jardin là, que je rentre. Je vais les mettre dans un sac de plastique perforé que je réutilise d'une fois à l'autre. Donc, les carottes, les poivrons, les haricots, dans un sac percé, ça fonctionne super bien pour prolonger leur conservation. Des fois, ils sont déjà vendus dans un sac percé, hein, tu sais, des poivrons là, en paquet de 4, souvent ça va être là-dedans qu'ils vont être. Mais si je les achète en vrac, ben, si je veux pas si je veux qu'ils se conservent bien, je les mets dans un sac percé. Euh, on me dit en mettant un essuie-tout, donc oui, c'est mon prochain, je pense. Donc, si encore là, l'aliment a encore tendance à moisir, tu sais, des petits fruits, des fois, il va encore avoir tendance à devenir mouillé. Ça, c'est le cas des mesclun, des pousses, des micro-pousses, de la roquette, des épinards. Donc, tout ce qui est vendu en barquette, ça a tendance à mouiller. On met un linge sec à l'intérieur, puis moi, je le revire à l'envers. Fait que l'excès d'humidité va venir être absorbé par mon linge sec. Donc, vraiment, là, dès que vous ouvrez votre barquette, vous prenez des épinards, mettons, on met un petit linge sec, on le referme, on le vire de bord, puis l'excès d'humidité va être absorbé. C'est pas miraculeux, là, ces affaires-là, c'est les trucs qu'il faut manger le plus rapidement, mais ça peut quand même nous donner quelques jours. Désemballer en remballer, comme je vous disais. Puis, ça peut permettre aussi d'identifier les petites pommes pourries, là. Fait que si j'achète un sac de clémentine, ben, ça peut me permettre d'aller enlever celle qui est moisie qui va venir contaminer toutes les autres autour. Et assurez-vous que vos aliments, s'ils ont tendance à moisir, sont bien secs et ne sont pas prélavés. Donc, c'est pas le cas pour tous les aliments, mais les petits fruits, par exemple, les champignons, c'est vraiment important de ne pas les prélaver parce que là, on vient de tuer notre aliment. Là, une journée plus tard, il sera plus bon. Mais il y a des aliments qui tolèrent bien d'être prélavés, là, comme par exemple les laitues, les fines herbes, il n'y a pas de problème à les prélaver. Mais faites bien attention, là, les petits fruits, on les lave pas et même idéalement, on les prépare pas à l'avance. Je dis ça. Par contre, si le fait de précouper vos légumes à l'avance, ça fait que vous les mangez, on est peut-être mieux de les précouper. Ils vont se conserver moins longtemps, mais on va les manger. Versus laisser mes légumes pas coupés dans mon frigo, mais jamais les manger, on n'est pas gagnant. T'sais. Fait que c'est à vous de voir la stratégie qui vous convient le mieux. Là, j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Les patates et clémentines dans le même tiroir, ça affecte mes patates. Possible. Est-ce que les patates noircissent lors de la cuisson? Ça, je suis pas sûre de comprendre la question, mais les pommes de terre, là, vous pouvez les conserver à température pièce sans problème. Là. Fait que peut-être qu'on n'a pas besoin de les mettre ou peut-être dans le même tiroir, température pièce. Mais oui, séparez-les parce que l'humidité des clémentines, ça doit faire germer les patates, selon moi. Bon, thermoguide, oignon jaune sec, une journée seulement. Ouais, ben c'est ça. Il y a des affaires thermoguide, c'est à prendre puis à laisser, là. Il y a des affaires qui sont très sévères. Moi, tu sais, je dépasse ce que le thermoguide dit souvent, là. Peut-être qu'il veut dire oignon jaune coupé, là. Fait que, ouais, c'est pour ça que je vous dis, tu sais, des courges température pièce, c'est pas une semaine, là. C'est beaucoup plus que ça. Puis le thermoguide dit une semaine. Fait que c'est juste pour nous donner une idée puis nous dire qu'on peut aller jusque-là sans problème, puis même on pourrait dépasser. Fait que voilà. Est-ce qu'on peut mettre des petits fruits dans un pot maçon? Oui. Fait que ça, c'est une technique que personnellement, je ne fais pas, mais que j'ai entendu souvent, puis il faudrait bien que je l'essaye. C'est de mettre ces petits fruits non lavés dans un pot maçon, vraiment dans un contenant hermétique, puis que ça peut se conserver pendant plusieurs jours, voire plus qu'une semaine, les petits fruits. Donc, c'est un truc qui, de façon expérientielle, fonctionne. J'ai eu plusieurs témoignages de gens qui me le disent que ça fonctionne bien pour les petits fruits. Fait que essayez-le. Sinon, moi, ce que je fais, c'est juste que je les laisse dans leur contenant d'origine. J'essaie de les manger rapidement, mais sinon, le petit linge sec, ça peut aider aussi. Donc, c'est juste pas les laver. Un aliment qui a moisi dans le frigo affecte-t-il le reste des aliments? Oui, s'ils sont collés sur lui. Fait que si vous avez plusieurs aliments, puis il y en a un qui est moisi dans le milieu, il peut faire moisir les autres autour. Fait qu'il faut être sûr de bien l'enlever. Oui, j'arrive avec le manque d'eau. Fait que je vais répondre à la question à Karine dans un instant. Donc, les aliments qui, eux, au contraire, ont tendance à flétrir ou à ramollir, c'est parce qu'ils manquent d'eau. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut le mettre dans un contenant hermétique. Fait que les petits fruits, c'est là où ça peut fonctionner. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre ces petits fruits comme si on met ces petits fruits juste comme ça dans le frigo, ils vont flétrir aussi. Fait que le contenant hermétique, ça fonctionne bien pour les petits fruits
apparemment, il faut que je le teste. Sinon, emballer dans un linge humide. Ça fonctionne très, très bien pour les laitues. Donc, je prends ma laitue, je peux même la laver au complet, puis je l'emballe dans un linge humide. Vous pouvez le laisser tel quel dans votre frigo ou le remettre dans un sac. Moi, je prends un sac perforé juste pour pas que ça soit trop humide parce qu'on veut pas faire moisir sa laitue non plus, là, faut pas exagérer. Mais avec un linge humide dans un sac perforé, ça fonctionne très bien. Ou juste emballer dans un linge humide. Puis de temps en temps, il faut remouiller son linge là, pour continuer à redonner de l'humidité à notre laitue. Fait que ça fonctionne super bien. Les pieds dans l'eau, comme une fleur, ça fonctionne bien pour les asperges, les fines herbes. Il y en a qui mettent leur brocoli, les pieds dans l'eau, leur laitue. Ça, je ne l'ai jamais essayé, mais fines herbes, asperges, vraiment très, très bon truc. Puis moi, j'ajoute un petit sac de plastique par-dessus avec un élastique autour. Fait que ça garde vraiment l'humidité dans mes fines herbes. Puis je suis capable de les conserver plusieurs semaines de cette façon-là, avec les pieds dans l'eau. Il faut juste changer l'eau de temps en temps, puis enlever les petites feuilles. Faut pas que les feuilles soient dans l'eau là, parce qu'ils vont moisir. Fait que s'il y a des feuilles qui moisissent, on les enlève. Puis qui moisissent, qui ramollissent, on les enlève. Puis ça fonctionne vraiment bien. Et dernier, puis après ça, je vais regarder les petites questions. Euh, Submerger dans l'eau. Donc, un autre que j'ai pas encore essayé, mais que j'ai entendu beaucoup de bons commentaires, c'est les fèves germées submergées dans l'eau. Que ça fonctionnait. Il faut juste changer l'eau de temps en temps. Et sinon, vous pouvez aussi submerger dans l'eau des légumes qui auraient ramollis. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question céleri, carottes. S'ils sont ramollis, on les met dans l'eau, puis je l'ai essayé pour des raisins même, ça fonctionnait, des radis aussi. Ils vont réabsorber l'eau, puis ils vont redevenir comme neufs. Puis on peut faire ça avec la laitue aussi. Euh, Entreposer les céleris et les carottes dans l'eau, ça fonctionne aussi. Par contre, c'est sûr qu'il faut changer l'eau de temps en temps parce que là, ça va être trop d'humidité. Et il faut savoir quand même qu'on perd un peu de la valeur nutritive de nos aliments. C'est vraiment pas la fin du monde, là, tu sais, mais il y a quand même beaucoup de vitamines puis de minéraux de mes céleris puis de mes carottes si je les laisse entreposer plusieurs jours dans ces contenants-là qui vont s'en aller dans l'eau. Surtout que je vais changer l'eau souvent. Fait que, tu sais, on perd un petit peu la valeur nutritive de nos aliments de cette façon-là. Mais si ça fonctionne pour vous, c'est ça l'idéal. On veut trouver un truc qui fonctionne. Moi, ce que je préfère, c'est de juste les mettre dans mon linge humide ou dans mon sac, puis les couper avant de les manger. Mais si je les précoupe à l'avance, ils vont avoir tendance à ramollir. Ben là, les mettre dans l'eau, ça peut être un bon truc. Je vais voir parce que j'ai plusieurs questions. Donc, est-ce qu'on peut mettre oui? Oui, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, la laitue. Linge sec ou linge humide, ça dépend de la laitue, pour répondre à la question de José. Donc, une laitue en pomme, là, une pomme de laitue, un linge humide. Pas un linge mouillé, détrempé, là, mais un linge humide, ça va garder l'humidité de ma laitue, elle va rester croustillante. Par contre, si c'est des petites micro-pousses ou de la mesclun ou des épinards, là, c'est un linge sec parce que c'est des verdures qui ont tendance, au contraire, à moisir. Fait que ça dépend de la laitue. Mais les laitues, les pommes de laitue, là, c'est linge humide. Donc, on ajoute de l'humidité. Les choux-fleurs, le sac troué. Donc, soit on le laisse dans son emballage d'origine, là, mais sinon, moi, souvent, je le déballe, là, puis dans mon sac troué avec poivrons, carottes. Donc, un genre de, tu sais, des gros sacs Ziploc à congélation, là, troués avec une fourchette. Moi, je réutilise les mêmes tout le temps. On n'a pas à gaspiller des sacs là, pour ça. Les oignons verts, les pieds dans l'eau aussi, je ne l'ai pas dit, hein, avec les oignons verts, les pieds dans l'eau, ça fonctionne très bien. Sinon, linge humide, parce qu'ils ont tendance à ramollir. Puis de temps en temps, on coupe le bout qui devient laite. On peut y enlever c'est le fun des oignons verts parce que souvent, on peut y couper le bout puis enlever les feuilles pas belles puis ils sont encore beaux. Euh, c'est ça. Non, j'ai pas de truc de plus pour la coriandre. Malheureusement, quelqu'un qui m'écrit, c'est les pieds dans l'eau le meilleur truc. Sinon, c'est de congeler. C'est vraiment de congeler. Les œufs, on peut les consommer après la date de péremption. Le truc pour les œufs, si on les met dans l'eau puis ça coule, c'est encore bon. S'ils flottent, ils sont plus bons parce qu'il y a de l'air qui a commencé à s'accumuler dans l'œuf. Ça, c'est signe qu'il faut pas les manger. Fait que c'est le truc pour les œufs. Là, il faut que je passe. Mais oui, si la laitue est flétrie, on les submerge dans l'eau. Donc, Anne-Marie qui demande, là. Fait que si ma laitue est flétrie, mes carottes sont molles, mon céleri est mou, on les plonge dans l'eau et c'est réglé. Donc, voilà. Persil les pieds dans l'eau ou emballé dans un linge humide.
sinon, on les congèle quand on en a trop acheté. Bon, rapidement, il est déjà -5, le congélateur. Il y a des aliments qu'on peut conserver directement dans le congélateur. Je vous donne ceux qui peuvent être intéressants. Produits de boulangerie, si vous avez tendance à gaspiller les produits de boulangerie, le pain se conserve beaucoup mieux au congélateur même qu'au frigo pour garder sa qualité. Le truc, c'est de le pré-trancher avant de le mettre au frigo, au congélateur, excusez-moi. Fait que comme ça, on peut vraiment sortir juste les quantités qu'on a besoin. Ça dégèle en quelques minutes ou sinon, on peut les mettre directement dans le grille-pain. Puis, on peut avoir notre pain pendant très longtemps. Les produits laitiers aussi, donc pas obligé, là, mais le fromage, par exemple, on peut déjà le râper à l'avance puis s'en garder au congélateur puis en avoir pour les moments qu'on en a besoin. Pas que c'est un aliment qui a de la misère à conserver, le fromage, mais ça peut être intéressant. Et celui qu'on ne pense pas toujours, les noix et tous les produits de grains entiers. Par exemple, la farine de grains entiers qui ont tendance à rancir. Les noix, ça a tendance à rancir quand on en achète des grandes quantités puis on n'en consomme pas beaucoup. Mettez-les dans votre congélateur. Graines de chia, graines de lin moulu, congélateur ou frigo. Moi, j'ai tendance à les garder au frigo juste parce que j'ai pas de place dans mon congélateur. Donc, l'un ou l'autre, là, c'est une très bonne façon de prolonger la durée de vie de vos noix et de vos produits céréaliers à grains entiers. Et la viande aussi, emballée en format que vous voulez cuisiner dans le congélateur. Ça peut être une bonne façon là, d'économiser aussi, d'acheter en gros puis de congeler. Je termine avec mes astuces de pro de congélation. Donc, congeler en portions individuelles pour pas vous faire prendre à congeler un gros paquet, gros de même, puis je veux juste en manger une petite partie, mais c'est tout gelé ensemble. Laissez refroidir vos aliments avant de les mettre dans le congélateur. Ça va aider à ne pas réchauffer votre congélateur. Ne pas dégeler à température pièce. On dégèle dans le frigo ou dans l'eau froide, surtout pour la viande. N'oubliez pas que le congélateur, ça gèle dans le temps les bactéries, mais quand ils sont dégelés, ils ne sont pas resetés à zéro. Ils sont là où ils étaient quand je les ai congelés. Donc, si j'ai congelé ma viande la journée de sa date de péremption, mais quand je la dégèle, elle est à la journée de sa date de péremption. Je n'ai pas encore un 3-4 jours qu'il faut que j'attende avant de le cuisiner. Évitez de recongeler les aliments qui ont été décongelés pour leur qualité et pour la viande, viande de l'ail poisson pour leur sécurité, notre sécurité. Identifier les aliments pour éviter de faire des erreurs, genre si tu pensais que c'était de la purée de citrouille, puis finalement c'était une soupe à courge, c'est pas pareil pour mettre dans des muffins. Emballage sous vide, on me demande si ça vaut la peine. Oui, pour prolonger la durée de vie puis la qualité des aliments congelés, on veut limiter l'oxygène. Donc, le sous vide, ça l'aide, mais on n'est pas obligé de se procurer la machine. Il y a un bon truc là avec des sacs Ziploc, par exemple. On peut, le truc de la paille, là, de mettre une paille puis d'aspirer l'air puis de refermer. Ou sinon, on peut aussi tremper notre sac dans un bassin d'eau, dans notre lavabo, par exemple. Puis là, l'eau va pousser sur l'air, puis ensuite, on va fermer notre Ziploc. Donc, ça fait un sous-vide maison là, avec un bassin d'eau. Je trouve que ça fonctionne quand même bien. Ou vous faites comme moi, puis vous vous couchez sur votre sac Ziploc, puis vous le fermez. Ça fonctionne aussi. Pas aussi bien, mais ça fonctionne quand même. Sur une plaque, pour pas qu'ils collent ensemble, si je congèle des fruits ou des légumes, n'oubliez pas de blanchir vos légumes si vous les congelez. Ça va juste, c'est surtout pour la qualité, là, ça va être meilleur parce qu'on va avoir, détruit les enzymes, là, donc ça va être mieux. Ne remplissez pas trop votre congélateur, comme on a vu tantôt. Si vous êtes des pros de la planif, vous allez tenir un inventaire de votre congélateur pour savoir ce qui se trouve dedans. Et de temps en temps, il faut faire un ménage. Chantal qui nous dit qu'on devrait avoir un cours là, pour tout le monde, économie familiale. Je suis bien d'accord. Bien d'accord. Oui, on peut recongeler la viande qu'on a cuite qui avait été initialement congelée crue. Donc, on ne peut pas avoir de la viande crue gelée, la dégeler puis la recongeler crue. Par contre, si on la dégèle, on la cuit, là, on peut la recongeler parce que là, c'est comme un nouvel aliment, il a été cuit. Fait que c'est un bon point de le mentionner. Là, je manque de temps, fait que là, je dis pas toutes les nuances, là, mais c'était un très, très bon point. Je sais qu'il était 11 heures, donc je vais faire ma petite conclusion. Il y avait beaucoup de questions et j'adore ça. C'est pour ça qu'on finit un petit peu rush, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avoir une communauté autour de vous, partager vos trucs. C'est beaucoup de l'expérientiel. Puis ce que j'ai dit, peut-être que vous avez des trucs encore meilleurs qui fonctionnent encore mieux, puis c'est parfait.
Partagez-les, vos trucs. Venez sur notre communauté anti-gaspi sur Facebook pour partager vos trucs aussi. Puis la virée boccale, si la conservation à plus long terme vous intéresse, des hydratations, de la congélation pour manger local à l'année, vous intéresse, ben allez suivre là, la virée boccale. Oui, l'ail se congèle. Fait que ça se congèle. Moi, je peux hacher l'ail dans des petits cubes à glaçons, puis ça fait des petits cubes d'ail haché. Quand même un bon truc. Je fais ça avec le gingembre aussi. Donc là, on va se poser la question. J'en apparaît quelques-uns à l'écran. Vous pouvez me l'écrire si ça vous tente dans les commentaires. Pour ceux qui sont encore là, je sais qu'on a dépassé le temps, mais est-ce qu'il y a un geste que vous allez mettre en place, quelque chose que vous avez retenu de la présentation, puis que vous voulez vous commettre, vous voulez le dire à tous, ce que vous avez envie de mettre en place comme geste? Ben, vous pouvez le faire dans le chat. Ça serait sympathique de voir un petit peu ce que les gens veulent faire. Très bon truc. Ouais. Congeler l'ail. Mhm. Des petits bacs à glaçons là, pour congeler l'ail, pour congeler les fines herbes, gingembre haché. Très pratique. Ça nous fait des petits cubes après qu'on peut mettre dans nos recettes. Fromage, pas fromage. Ah, ok, non, ça c'était congelé. Merveilleux. En plus, on a passé le congélateur vite, je m'en excuse. Mais parce qu'on avait tellement des belles discussions pour les conservations. Là, fait que c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Donc, râper, congeler le fromage, c'est bon. Les petits fruits dans un bocal, congelé. L'ail noir se congèle-t-il? Je le sais pas. Je vous dirais oui, mais je suis pas sûre. Je vous remercie. Je vous dépose dans le chat quelques informations. Là, ça peut que ça se perde un petit peu, mais vous allez les revoir par courriel. Donc, le carnet anti-gaspi, la communauté Facebook, l'infolettre et le sondage de satisfaction. Donc, si vous avez 2 minutes aujourd'hui, et même pas pour aller répondre au sondage de satisfaction, ça nous permet d'améliorer le tout en continu. Donc, c'est très, très, très apprécié. Je reste encore pour une petite minute ou deux. Si ça vous tente si vous avez des questions, là, je reste disponible encore quelques instants. Puis sinon, ben, je vous souhaite une très belle journée. Ça a été agréable de discuter avec vous ce matin.